Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Question d'actu. C'est officiel, la France a donc opté pour l'escalade avec l'Algérie. Paris pose un ultimatum de 6 semaines à Alger pour reconsidérer sa position sur les réadmissions des OQTF et met en place des mesures restrictives de circulation et d'accès au territoire français aux porteurs des passeports diplomatiques. Sortant d'un éphémère comité interministériel et consacré à l'immigration, réactivé depuis quelques années, après quelques années d'éclipse, le Premier ministre français, dont la responsabilité pourrait d'ailleurs être légalement engagée dans un vaste scandale de violences sexuelles sur des enfants à Pau, lorsqu'il en était maire de la ville, François Bayrou cède à la pression de l'aile extrémiste de son gouvernement, emmené par son ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'époumonne à accuser l'Algérie de tous les maux de son pays depuis plusieurs mois. Le gouvernement algérien a exprimé hier d'abord sa surprise quant à ces mesures injustifiées dont il n'a pas été informé et affirme qu'il ne cédera pas aux provocations, menaces et intimidations françaises. La France, liée aussi au malheur des Sahraouis, la République du Sahara occidental célèbre le 49e anniversaire de sa proclamation sur fond de tension et d'une nouvelle provocation d'officiels français. Après la ministre de la Culture, Rachida Dati, c'est au tour du président du Sénat français, Robert Larcher, de se rendre dans la capitale sahraoui occupée pour légitimer la colonisation marocaine de ce territoire non autonome, tel que reconnu par les Nations Unies. Alors que la RAST engrange depuis quelques années maintenant des victoires politiques et juridiques qui rappellent que la question sahraoui est bien une cause juste et légitime. On en parle ce soir avec nos consultants et nos invités sur le plateau. D'abord, Dr Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Monsieur Arslan Chekhaoui, expert en relations internationales. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Zine Sharfaoui, journaliste et consultant de Canal Algérie pour les questions politiques et internationales. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Et Mahfoud Kaoubi, expert financier et spécialiste des questions économiques pour Canal Algérie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur Kaoubi. Merci d'être avec nous. On va revenir dans un moment sur le communiqué, le deuxième communiqué des affaires étrangères sur cet acharnement tout simplement de la France sur l'Algérie. Mais d'abord, monsieur Chekhaoui, selon vous, ça fait des mois qu'on en parle, cet acharnement, cette offensive violente à l'égard de l'Algérie, malgré les dénonciations de certaines voix, de certains politiques français de cet acharnement. À votre avis, est-ce que la France veut arriver à un point de non-retour ? Merci de l'invitation et merci de votre question. En fait, je pense que la France aujourd'hui ne se rend pas compte, elle est dans le délire, ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Au moment où le monde est en pleine recomposition des alliances, recomposition économique, recomposition géopolitique, la France est en train de s'acharner, d'accord, envers un partenaire qui a je ne dirais pas une histoire, mais qui a une vie commune depuis un certain nombre d'années. Alors, pourquoi et qu'est-ce qui se passe ? En fait, les crises sont des crises récurrentes que nous avons observées entre l'Algérie et la France depuis notre indépendance. Cette fois-ci, la situation est allée un peu plus loin. Je pense que pour 2 ou 3 considérations assez particulières, c'est qu'on fait un petit peu de la surenchère liée à des considérations de politique interne. Voilà. Monsieur Ayachi. Oui. Ce qu'on peut remarquer d'abord dès le départ, c'est cette hystérie française algérophobe dans les milieux les plus officiels de la France, en face d'une sérénité, d'un calme et d'un recours à des références de droit international que pratiquent les gouvernants algériens. C'est hallucinant quand on compare le comportement des deux parties. Et puis, cette hystérie dont je parlais à l'instant n'est pas venue toute seule. En fait, le président Macron est sorti très diminué après sa regrettable décision de dissoudre l'Assemblée française
des problèmes franco-français, bien entendu, mais le résultat est là. Le président Macron, maintenant, est une proie facile pour l'extrême droite, qui s'est liguée avec d'autres lobbies pro-sionistes, pro-marocains. Une extrême droite, vous l'avez dit dans votre introduction très justement, amenée par l'un de ses dirigeants de droite, mais qui est plus à la droite de l'extrême droite, Retailleau en l'occurrence, et qui sont aveuglés par le ressentiment, par la haine de l'Algérien et de l'Algérie. Et évidemment, cela amène à des décisions tout à fait irresponsables. Ils entraînent avec le Premier ministre, bien entendu, qui ne peut... Ils ont le vent en poupe. Ils ont le vent en poupe au niveau de la scène politique française en ce moment. Et ils emmènent avec eux le président, le Premier ministre. Ils leur tordent le bras. Qui sont affaiblis. Ils le sont Premier ministre aussi. Complètement affaiblis. Parce que pourquoi? Tout simplement, c'est le poste du président de la République qui est en jeu. Aujourd'hui, l'extrême gauche ou la gauche et l'extrême gauche sont prêts à demander la destitution du président. Si la droite le demande, le mandat du président Macron est fini. Oui. Et donc, il doit ménager l'extrême droite qui lui reste, qui pourrait lui permettre de terminer son mandat. Et donc, il fait concession sur concession, lui et son Premier ministre, à qui? À l'extrême droite, algérophobe, viscéralement. Oui. Alors, M. Kaoubi, est-ce que les contre-coups d'un effondrement probable des relations entre les deux pays ne seraient pas finalement plus inquiétants que bénéfiques? C'est en tout cas comme ça que l'extrême droite les présente. Le risque est réel puisqu'on est sorti de la surenchère verbale, on est clairement dans des mesures concrètes. Quel serait le poids d'un effondrement probable, je dis, si on va dans cette logique, dans cette dynamique dont parle d'ailleurs le ministère des Affaires, le communiqué du ministère des Affaires étrangères, quel serait le contre-coup de cette, ou les conséquences tout simplement de ça? En tous les cas, il y a une rupture que personne ne souhaiterait, objectivement. Aurait des répercussions, je dirais, inquiétantes de part. Parce qu'une situation de rupture n'est pas nécessairement la mieux accueillie, notamment si on prend en considération le niveau et l'intensité des relations entre les deux pays dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans le domaine politique, dans le domaine économique et dans le domaine des relations sociales. Culturelles. Culturelles aussi. Il y a une communauté très importante algérienne qui est installée en France. Il y a des relations... Sur le plan économique, sur ce partenariat que nous avons, même s'il y a un recul, depuis quelques années déjà, il y a un recul, mais quelles en seraient les conséquences selon vous? N'empêche que le niveau des relations entre les deux pays est très important. Les domaines des échanges, que ce soit dans le domaine de l'industrie, de la pétrochimie, du pétrole, du commerce, de la machine-outil, etc., est quand même important pour occulter l'importance des relations entre les deux pays. Donc, objectivement, une France officielle en crise politique sur un fond d'une situation économique qui se dégrade de plus en plus, une France officielle qui n'arrive pas à trouver des solutions aux problèmes économiques. Il faut rappeler que la droite d'aujourd'hui ne fait qu'accumuler les échecs sur le plan économique. Le président actuel, réélu depuis quelques années, n'a pas pu produire ou réaliser ne serait-ce qu'une partie de ses promesses, ce qui a donné lieu à une percée très importante de l'extrême droite. Une France officielle qui se range sur les thèses de l'extrême droite, qui, rappelons-le, ne fait que rejeter la responsabilité sur l'autre. Et donc, l'Algérie, le profil est le mieux présenté pour... Donc, voilà, on est dans la surenchère, on est dans l'invective, on n'est pas dans la raison de la part de la partie française, contrairement à la retenue qui a été observée par la partie algérienne et qui démontre toute la détresse d'un côté et toute l'agitation, oui, effectivement, d'un côté, voir la mesure
de l'autre côté, Oui, du côté alors, algérien, bien sûr. Zine Chafaoui, le premier qui avait évoqué la révision des accords de 68, c'est l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt. Il avait même parié sur une rupture diplomatique entre les deux pays si cela devait se matérialiser. Comment expliquer que les idées extrêmes d'un agitateur comme lui, qui écume les plateaux de télévision français et même marocains, il a été récemment d'ailleurs interviewé sur Média TV, soient adoptées comme ça dans les plus hautes sphères de l'État français? C'est du jamais vu depuis... c'est du jamais vu. Depuis la Ve République, on peut le dire. C'était plutôt la gauche qui emmenait un peu la politique, notamment étrangère, du pays. Oui, vous avez entièrement raison. Alors, Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France à Alger, qui a fait deux mandats à Alger. Alors, le premier mandat entre 2008 et 2012, le second entre 2017 et 2020. Alors, il a fini par atteindre ses objectifs. Oui. Moi, je me souviens, alors, son objectif principal en 2020 était d'établir un rapport de force entre... C'est lui qui utilisait d'ailleurs ces expressions. L'expression rapport de force. Moi, je pense que cette idée lui a été en partie soufflée à l'oreille par certains de ses amis locaux. Mais en tout cas, donc, non seulement il a amené la France à engager un rapport de force avec l'Algérie, donc 2020, depuis 2020, il n'a pas arrêté d'écumer les plateaux de télévision, les chaînes de radio, etc. Donc pour essayer, pour mobiliser justement, monter la France contre l'Algérie. Alors son discours a fini par porter. Non, mais est-ce que c'est son discours ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui est orchestré, qui est fomenté depuis des années, puisqu'on le dit depuis je pense que Xavier Driancourt est la face visible d'un lobby franchement anti-algérien qui veut plonger la relation ou les relations algéro-françaises dans la crise. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'évolution de la situation intervient quelques semaines après un entretien donné par le président de la République. Le président de la République, Al-Majid Tebboune, dans un entretien accordé au magazine Le Point, dans lequel il se montre, d'abord il déplore le fait que le dialogue politique entre les deux pays soit complètement rompu. Par ailleurs, il s'était dit ouvert à une reprise du dialogue. Donc, alors, moi j'essaie de mettre les éléments bout à bout. On a aujourd'hui une France officielle qui ne veut pas d'un dialogue apaisé avec l'Algérie. Donc, suite au discours du président de la République, vous avez un déplacement d'une ministre du gouvernement français dans les territoires sahraouis occupés, qui est suivi quelques jours après. Ça aussi, c'est une première. Hein. Oui, mais on est avec un gouvernement qui ne veut absolument pas s'amender, qui ne veut absolument pas changer de trajectoire. Et vous avez bien fait de le signaler en début d'émission. Nous sommes aujourd'hui dans une escalade. Aujourd'hui, les relations algéro-françaises traversent leur pire crise depuis 1962. Alors, il n'y a de pareil qu'entre 71 et 73, lorsque il y a eu assassinat d'Algériens dans le sud de la France sur fond de montée de l'extrême droite, suite à quoi le président Boumedienne a décidé d'arrêter l'immigration en France. Donc les relations ont été par la suite perturbées, mais elles ont repris. Elles ont repris. Bon, il y a eu quand même des zones de turbulence durant les années 80, mais aujourd'hui, effectivement, les relations algéro-françaises connaissent leur pire crise. Et aujourd'hui, vous avez aussi un président français qui est aux abonnés absents, alors qu'on attend de lui qu'il joue un rôle d'arbitre. Mais effectivement, donc, nous avons eu la séquence de 2022, la visite du président français à Alger, une déclaration commune a été signée, une déclaration très très ambitieuse. Mais qui n'a pas été suivie. Voilà. C'est ce qui me fait dire que nous ne sommes pas uniquement face à un phénomène lié à l'extrême droite ou à la droite. Moi, aujourd'hui, le discours de la droite et de l'extrême droite sont à peu près les mêmes. Oui, ils sont connus. Oui, ils sont à peu près les mêmes. Vous avez des personnalités comme De Villepin qui se distinguent parce que, bon, il a une connaissance plus profonde, plus pointue du dossier. Il connaît les enjeux. Les enjeux, vous en avez un peu parlé, ils sont à la fois politiques, économiques, géopolitiques. On est dans un monde en recomposition. On attend plus de la France
qu'une posture de déni, une posture d'insulte vis-à-vis d'un pays comme l'Algérie. Donc on est face à une séquence qui est orchestrée mais qui est savamment réfléchie depuis au moins 2020. Ouais. Réfléchis, c'est peut-être pas le mot parce que les conséquences je le disais... Réfléchis par eux, je veux dire. Oui, réfléchis dans le sens fomenté, j'avais bien compris. Oui, dans le sens fomenté, effectivement. Oui. Monsieur Chekhaoui, le président de la République s'était justement exprimé et à plusieurs occasions sur ces accords de 68 qu'il qualifie de coquilles vides. La France en fait une arme politique, diplomatique. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en reste selon vous? Alors, la France en fait un instrument politique. L'Algérie en fait un élément de principe. Point. C'est un accord qui a été signé dans des conditions particulières en 1968. Il faut revenir un petit peu en arrière. L'Algérie, à ce moment-là, beaucoup d'Algériens migraient ou émigraient vers la France. Et c'est grâce à ces Algériens qui ont émigré à ce moment-là que la France a pu développer toute son industrie, notamment l'industrie automobile et l'industrie du charbon, d'accord? Et donc, par conséquent, il y a eu une crise à ce moment-là qui a fait que l'Algérie a signé un accord ou a négocié un accord de circulation, je dirais, et pour pouvoir préserver les acquis de ces Algériens qui sont partis travailler en France et pour pouvoir permettre à l'économie française de se développer. Alors, aujourd'hui, effectivement, je dirais qu'il n'en reste pas grand-chose. Et en France, il y a cette doxa ou cette pensée que les Algériens sont très attachés à ces accords de 68, alors qu'on n'en parle jamais dans ni nos médias, ni... Encore une fois, c'est l'instrumentalisation. Alors, ils croient vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour les Algériens, dont ils vont nous... Alors, effectivement, en fait c'est le levier, je dirais, c'est le levier. Mais est-ce qu'ils ne se trompent pas de levier, justement? Alors, ils se trompent, bien sûr qu'ils se trompent, mais parce qu'en fait, tout simplement, en fait, il y a un gros problème en Europe et un gros problème en France en particulier. C'est que la France est en train de vivre une crise qui est une crise d'identité et une crise de repères. À cela, on associe une crise profonde politique, mais elle est économique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et elle est financière. N'oublions pas que la France est le premier pays de l'Union européenne qui est le plus endetté de toute l'Union européenne. Donc il y a toutes ces crises-là qui font que vous avez une situation en France qui n'est pas sereine. D'accord? Donc le climat social, le climat politique n'est pas serein. Et donc, incontestablement, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher un bon profil, et l'Algérie est l'élément qui peut leur permettre de pouvoir asseoir ce qu'on appelle des considérations purement électorales, de gains politiques. Ça, c'est quelque chose qu'on disait les premiers mois de cette agitation. Mais ça continue. Ça continue, mais c'est que ça devient de plus en plus inquiétant. Ça pourrait aller vers quelque chose, un point de rupture, comme on disait en début d'émission. Donc, est-ce que ça ne dépasse pas, finalement, les calculs électoraux? On peut aller vers une impasse. Je ne dirais pas une rupture, mais disons, prochaine étape, c'est l'impasse. Mais en réalité, on est dans une impasse. On est au début de l'impasse, d'accord? Je dirais que le problème en relations internationales, c'est que tous les différends que des États ont se règlent par de la diplomatie, mais ne se règlent pas par des passions électoralistes ou des passions politiciennes. Et là, nous sommes dans une logique de passion politicienne pour pouvoir avoir un gain plutôt électoral. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? On retrouve que les différends sont en train d'être traités sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est comme ça que nous arrivons à régler des différends entre États? De mon expérience, je n'ai pas vu des différends
des différents diplomatiques ou des différents politiques. C'est une nouvelle ère aussi où on utilise les réseaux sociaux. On instrumentalise les réseaux sociaux en se disant probablement qu'on va régler ces problèmes-là à travers les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas le cas. Et sur le plan officiel, c'est le ministre de l'Intérieur. Absolument. Qui devient lui-même... Alors justement, docteur Ayachi, on a parlé de ce président Macron qui est affaibli aujourd'hui politiquement. Son Premier ministre est éclaboussé par un scandale extrêmement grave de violence sexuelle sur des enfants. Il y a d'ailleurs une plainte qui a été déposée à son encontre pour non-dénonciation de ces crimes innommables. Et aujourd'hui, il y a un silence tout de même de ce président français, un silence assourdissant sur ce qui se passe autour de lui. Alors, est-ce qu'il cautionne finalement toute cette agitation? Et il y a eu aussi cette cacophonie d'un ministre de l'Intérieur qui prend les rênes de la politique étrangère à la place du ministre des Affaires étrangères. Et finalement, c'est sa vision, c'est son approche brutale et antidiplomatique, si je puis dire, qui est adoptée par le gouvernement français. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, le courant dominant, le courant politique dominant sur la scène politique française, c'est la droite et l'extrême droite. Il n'y a aucune différence entre les deux. Quand vous prenez un Ciotti, un Retailleau, ils sont éligibles et j'allais dire le plus facilement du monde dans le Rassemblement national. Le président est affaibli, il est diminué, il ne peut... Mélenchon demande la destitution. Mais Marine Le Pen attend l'occasion de la demander parce que tous lorgnent vers la présidentielle bien avant 2027. Oui. Et aujourd'hui, avec le vent en poupe qui agite l'extrême droite dans les pays européens, Marine Le Pen veut bien aller aux élections maintenant pour qu'elle puisse avoir une chance réelle de pouvoir accéder à la magistrature suprême. Et évidemment, aujourd'hui, Macron ne peut rien faire. Il ne peut rien faire que se soumettre aux désirata de la droite et de l'extrême droite. C'est ce qui est en train de se faire. Et cette droite et cette extrême droite n'ont qu'un objectif viscéral, c'est de nuire aux relations entre l'Algérie et la France. Ils ne veulent pas de bonnes relations depuis longtemps. Ils ne veulent pas de bonnes relations entre l'Algérie et la France parce qu'ils ont du ressentiment, ils ont la haine de l'Algérie. Et Macron, comment il s'occupe? Il s'occupe de vouloir résoudre l'Ukraine, de s'opposer à Trump, d'essayer de trouver une sorte d'agitation, en pure perte d'ailleurs, parce que de toute façon, ça ne le sort pas. Alors, oui. Docteur Ayachi, je voulais aussi qu'on revienne sur le communiqué du ministère des Affaires étrangères qui dit que, entre autres, l'Algérie rejette catégoriquement les ultimatums et les menaces. De la même manière, elle appliquera une réciprocité stricte et immédiate à toutes les restrictions apportées aux mobilités entre l'Algérie et la France, évidemment, même si elle appelle, elle rappelle plutôt que l'Algérie a observé une retenue jusque-là, mais qu'il pourrait y avoir une escalade aussi, en tout cas une réplique du côté de l'Algérie. Du côté algérien, il sait très bien, M. Kaoubi l'a dit tout à l'heure, on ne parle pas d'escalade, ni même qu'on envisage... par contre, on parle avec beaucoup de responsabilité. D'abord, vous avez posé la question sur l'accord 68. Vous savez qu'il n'en reste presque rien et que les Algériens ne s'y réfèrent jamais. Parce que de toute façon, il a été révisé 3 fois et quasiment vidé de son sens. Sauf que c'est l'épouvantail qu'agite l'extrême droite pour dire que qu'est-ce que c'est ces Algériens qui ont un privilège par rapport aux autres pays qui envoient leurs immigrés, alors qu'ils ne représentent plus rien. Sauf que l'Algérie y tient, et elle l'a dit dans ce communiqué. Elle l'a dit, l'Algérie respecte le principe des accords qui sont passés entre États, parce qu'il y a des clauses de révision dans ces termes. On ne vient pas, M. Retailleau vient dire on annule les accords de 68. Et vous avez parlé de Xavier Kironcourt, c'est l'idéologue de cette extrême droite. Et surtout en ce qui concerne l'Algérie, il pourrait être le grand spécialiste de l'Algérie en ce qui concerne l'extrême droite. Et deuxièmement, l'Algérie parle du respect du droit international, on en parlera tout à l'heure quand vous avez évoqué la visite de Rachida Dati et de Gérard Larcher dans les territoires occupés du Sahara occidental.
Et il y a, bien entendu, maintenant, cette errance du président Macron qui est tout à fait hors champ en ce qui concerne la scène politique française. Et l'extrême droite et la droite, encore une fois, je le répète, s'en donnent à cœur joie. Leur premier objectif, c'est l'Algérie. Mais pas que la droite, l'extrême droite. Laissez-moi ajouter que à cette courant politique anti-algérien, algérophobe, se joint le lobby sioniste qui en profite de l'occasion pour faire rentrer dans le rang ce pays, le seul pays arabe qui ne court pas les Chines et qui ne veut pas à la normalisation. Et puis il y a bien sûr le lobby marocain, la diplomatie de la Mamounia, tous les amis du Maroc qui trouvent là une occasion inespérée de taper sur l'Algérie et de faire en sorte eux aussi que ça ne marche pas. Le lobby sioniste qui a d'ailleurs rappelé récemment s'être rapproché des partis politiques d'extrême droite de France, de Suède et d'Allemagne. On va revenir, je vais vous proposer d'abord cette déclaration invitée sur RTL de Michel Apathy, l'éditorialiste français, qui a rappelé à ses contradicteurs que la France avait commis des milliers de massacres en Algérie. Et vous verrez que tout cela est lié au débat de ce soir. Ce que nous avons fait, nous, en Algérie, vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Radour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre... Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations saines... On n'a pas fait au Radour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. La conquête en Algérie. Ce que vous dites. Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Combien de femmes? Alors, Zine Cherfaoui, les nazis se sont comportés comme nous. Michel Apathy a défrayé la chronique en France avec, et ce n'est pas la première fois évidemment qu'il dit en fait ce que semblent ignorer même des journalistes et des experts qui viennent sur les plateaux de télévision et de radio, qui ont une profonde, semble-t-il, méconnaissance de l'histoire coloniale de leur pays. Alors, est-ce que, justement, ces appels, cette offensive contre l'Algérie, cette agressivité envers l'Algérie, elle ne vient pas aussi depuis que l'Algérie réclame de faire un travail de mémoire, un travail mémoriel sur ce passé colonial à la France? Oui, entièrement d'accord, mais il faut juste souligner aussi que les médias, une partie des médias français ont contribué à fabriquer une image de l'Algérie qui est complètement fausse. Alors pour un certain nombre de Français, l'Algérie est encore un pays qui n'a pas de moyens, qui vit des aides de la France, qui n'a pas d'école, qui n'a pas d'université, qui n'a pas de route. Bref, pour beaucoup, on est encore un pays qui ressemble un peu à celui dont on a hérité en 1962, alors que la réalité est complètement différente. Apathy fait partie de ces journalistes qui ont beaucoup de courage, qui sont extrêmement honnêtes et qui rappellent, quand il en a l'occasion, la vérité, qui rappellent la réalité des choses. Et effectivement, il y a aujourd'hui une opinion en France qui ne veut absolument pas entendre parler d'une reconnaissance par leur pays des massacres commis pendant la période coloniale. Lorsque l'on leur rappelle qu'ils ont massacré 1,5 million d'Algériens, beaucoup de Français ne l'acceptent pas. Et beaucoup le refusent. Et parmi les gens qui le refusent aujourd'hui, vous avez donc pratiquement tout un pan de la classe politique française, c'est la droite et l'extrême droite. Mais au-delà, aujourd'hui, il y a une partie de la classe politique française qui ne conçoit de rapport avec l'Algérie que dans un rapport de vassalité, comme ils l'ont avec le Maroc ou comme ils l'ont avec certaines ou d'anciennes colonies françaises. Chose que les Algériens n'accepteront jamais. Monsieur Kaoubi, votre sentiment aussi sur ce... Parce qu'aujourd'hui, on veut faire taire ces voix dissidentes qui ne cadrent pas ou qui ne s'alignent pas sur celle de l'extrême droite. Pour Michel Apathy, on a demandé des sanctions de l'ARCOM, qui est l'autorité audiovisuelle en France, pour qu'il ne puisse plus justement s'exprimer de cette manière-là, en tout cas sur les médias français. Donc,
Justement, votre sentiment sur le travail de mémoire qui aurait dû être fait, qui aurait pu nous éviter aujourd'hui, en tout cas, une crise aussi intense. Oui, mais le travail de mémoire ne peut se faire que dans un environnement serein, qui laisse à la raison le champ libre et qui exclut les passions et surtout les logiques de vengeance. Or, ce que l'extrême droite est en train de semer et ce qu'elle est en train d'encourager d'une manière extraordinaire, c'est cet esprit de vengeance, cet esprit revanchard qui est la revendication des lobbies, en tous les cas, qui est les centres d'intérêt, les centres de décision qui sont le fief ou qui nourrit pratiquement cette extrême droite. Et de l'autre côté, on a un centre de décision, donc la France officielle, qui est fragmentée, fragilisée, et qui, en fin du compte, ne fait que appliquer le programme de l'extrême droite. Actuellement, est-ce que, si on se tient aux actes, est-ce qu'on n'est pas dans l'application pure et simple du programme de l'extrême droite? Une crise politique. Et un pacte qui a été scellé entre le président Macron et l'extrême droite pour sauver justement pour survivre, mais des concessions importantes ont été octroyées et quand on a cette logique qui veut imposer, d'ailleurs quand on prend la terminologie et les vocabulaires employés par la France officielle, sanctions, ultimatum, abrogation, c'est une terminologie qui est totalement exclue. Je vais vous donner la parole, Zine Cherfaoui. Monsieur Kaoubi. Une terminologie guerrière. Oui, belliqueuse, effectivement. Justement. Monsieur Kaoubi, est-ce que cette extrême droite n'a pas conscience aussi de ce qu'elle pourrait perdre dans les accords, en tout cas économiques, que nous avons dans ce partenariat économique, si on devait comparer avec l'extrême droite en Italie, qui ne pose pas ce type de problème. C'est l'extrême droite en Italie qui gouverne, mais qui ne politise pas ses relations, notamment avec l'Algérie, qui a d'excellentes relations et qui a su les maintenir. En tout cas. Mais avec une différence de taille, c'est que le colonisateur... Oui, le passé colonial, évidemment. C'est un élément important mais le côté pragmatique, M. Kaoubi. Je parle du côté pragmatique. Est absent chez l'extrême droite en France. Donc c'est la passion qui prend le dessus sur... C'est la passion qui irrigue, qui alimente la haine. Justement, quand je parle de centre de décision, quitte à y perdre sur le prend les Harkis par exemple, et la place qu'ils occupent dans ce centre d'extrême droite, quand on prend les pieds noirs par exemple, et quand on prend d'ailleurs les premiers responsables d'extrême droite et le rôle, l'air passé dans la guerre d'Algérie, on peut décoder un petit peu toute la particularité d'une extrême droite qui n'a de discours que celui du discours de la haine et plus particulièrement, c'est fondé sur ça. Et plus particulièrement un discours de la haine contre l'Algérie, les Algériens, l'islam et les musulmans. Zine Cherfaoui, vous voulez réagir ? Là, il faut bien qu'on se rende compte aussi qu'on est dans une logique de rupture. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Alors, il y a un conseil intergouvernemental en France qui a eu lieu mercredi. C'est à l'issue de ce conseil intergouvernemental que le Premier ministre français a sommé ou a donné un ultimatum à l'Algérie pour régler la question des OQTF. Faute de quoi, tous les textes liés à l'immigration algérienne seraient révisés. Entre-temps, vous avez eu la visite du président du Sénat, Larcher, dans les territoires sahraouis occupés. Chose à laquelle le Conseil de la Nation a répondu en suspendant la coopération parlementaire. Oui. Nous sommes dans une séquence qui s'appelle un début de rupture. Nous sommes dans une logique... une possible rupture. En tout cas, elle n'est plus... Et si demain, l'Algérie, à travers le communiqué dont vous avez parlé tout à l'heure, a clairement dit qu'elle répondrait par la réciprocité. Donc, le torchon brûle.
Aujourd'hui, il s'agit de voir est-ce qu'il y a en France des esprits raisonnables capables d'éviter cette rupture. Mais en tout cas, l'Algérie a clairement dit qu'elle répondrait par la réciprocité et qu'elle ne baisserait pas face au chantage du gouvernement français. Ça, il me semble que c'est très clair. C'est très clair, effectivement. On va passer à la deuxième thématique de l'émission. On va vous remercier, Monsieur Kaoubi. Merci d'avoir été avec nous. On va vous libérer. Et je vous le disais donc en début d'émission, la République sahraoui célèbre le 49e anniversaire de sa création. Une séquence qui intervient aussi au cœur de tiraillements géopolitiques, notamment avec l'implication, encore une fois, de la France, qui vole au secours d'un Maroc affaibli par des succès diplomatiques du Front Polisario devant les juridictions internationales. Sabrina Keshrout pour le commentaire. 49 ans jour pour jour, la République arabe sahraoui démocratique célèbre aujourd'hui l'anniversaire de sa proclamation. L'occasion de célébrer les victoires et de regarder vers l'avenir, avec en ligne de mire l'impératif d'appliquer les décisions juridiques internationales. Bataille après bataille, les victoires remportées légitiment le juste droit du peuple sahraoui à la liberté. Et si la Razd avance à pas sûrs vers son indépendance, son peuple continue de dénoncer les crimes odieux commis par l'occupant marocain. Attirer toujours davantage l'attention de la communauté internationale sur l'escalade de la guerre d'extermination menée par le régime du Marzen. Voilà l'objectif essentiel des actions de ce 49e anniversaire, sur fond d'intensification depuis plus de 4 ans, soit depuis que l'occupant a violé le cessez-le-feu de 1991. Sur le plan juridique international et de la diplomatie, les succès sont palpables et laissent entrevoir la suite favorable qui revient de droit à la cause sahraoui, mettant à mal la position de l'occupant marocain sur la scène internationale et continentale. En décembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution sans vote, réaffirmant les tenants et aboutissants juridiques de la cause du Sahara occidental comme question de décolonisation. Un revers certain pour le régime du Marzen, qui, rappelons-le, a l'obligation de faciliter l'organisation d'un référendum par la MINURSO, la mission des Nations Unies pour le Sahara occidental. Sur le plan continental, l'obtention de la qualité de membre de l'Union africaine est un autre succès. Et puis, en Europe en particulier, la diplomatie sahraoui récolte les fruits du travail acharné et persévérant de sa force juridique auprès des tribunaux internationaux. Le Front Polisario et ses avocats parlent de séisme juridique en Europe. Ainsi, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, de septembre 2021, valide la capacité de la résistance sahraoui à saisir les instances juridiques européennes. Une décision qui a totalement changé la donne sur le terrain du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par l'occupant marocain. Par la suite, plusieurs arrêts de la Cour ont mis fin aux accords commerciaux Maroc-UE qui jusqu'alors incluaient en pratique les territoires du Sahara occidental et impliquaient en toute illégalité plusieurs pays européens. Le recours porté ensuite par le Conseil et la Commission de l'Union européenne avait été jugé irrecevable. Puis, toujours en Europe, un autre arrêt de la CJUE a souligné l'obligation de l'indication du pays de provenance réel, le Maroc ayant longtemps profité de la production sahraoui, notamment de tomates et de melons. La Cour a à cette occasion rappelé qu'au regard du droit international, le Sahara occidental dispose d'un statut propre et distinct. En cohérence, la CJUE a par ailleurs annulé l'application de l'accord aérien UE-Maroc au Sahara occidental. En outre, le juge européen a récemment rejeté une demande de la Commission européenne visant, selon l'Observatoire international Western Sahara Resource Watch, à déformer la démographie du Sahara occidental. À la veille de la date clé de son 49e anniversaire, la Razd, dernière colonie d'Afrique, œuvre à réaliser ses espérances. Préserver ses richesses et sa souveraineté font partie de cette mission, rendue pour beaucoup difficile par la poursuite de la guerre à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire. Les avancées et les victoires sont bien là, et les Sahraouis sont soutenus dans la lutte légitime pour leurs droits. Au-delà des juridictions internationales, ce sont aujourd'hui plus de 80 États qui reconnaissent la République arabe sahraoui démocratique et entretiennent avec elle des relations diplomatiques. Voilà un peu pour toutes les percées diplomatiques et politiques qu'a engrangé la République arabe sahraoui depuis sa proclamation. Docteur Ayachi, là encore, la patte de la France est assez visible. 2 visites officielles en une semaine dans les territoires sahraouis occupés, ça n'est jamais arrivé, vous me corrigerez si je me trompe. Des visites de la ministre de la Culture et le président du Sénat français. Ça ne peut pas être le fruit du hasard, ni pour seulement déguster un bon thé à la menthe. Il y a forcément un message politique derrière. Absolument pas. Absolument pas. C'est encore
j'allais dire, une occasion inespérée pour la droite et l'extrême droite de pouvoir forcer la main au président Macron. D'abord, ils l'ont fait le 30 juillet 2024, lorsqu'il a pris sa décision. C'était encore un Macron affaibli qui a cédé au lobby sioniste et au lobby pro-marocain pour venir soutenir le Maroc dans sa proposition d'autonomie pour le Sahara occidental. Sauf qu'il y a un mais. C'est que la France est membre permanent du Conseil de sécurité. Cela a été rappelé plusieurs fois. En tant que membre permanent, elle a le devoir et la charge de veiller à la protection, à la défense et à la promotion du droit international, ce qu'elle ne fait pas, puisque le droit international reconnaît aux Sahraouis le droit à l'autodétermination. Si elle vient soutenir le Maroc, c'est qu'elle est à l'encontre de cette reconnaissance du droit international en faveur des Sahraouis, qui plus est a été conforté. D'abord, il a été en 1975 par la Cour internationale de justice, mais plus récemment, en octobre 2024, par la Haute Cour de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a dit qu'il y a une distinction, une séparation entre le Sahara occidental et le Maroc. Et tout dernièrement, figurez-vous que le tribunal arbitral du sport... J'y viendrai je tout vous à le l'heure. laisse alors. Oui. Très bien. J'y viendrai parce qu'effectivement, alors, c'est une autre déconvenue politique les visites pour le Maroc. de Rachida Dati, de Gérard Larcher dans les territoires occupés du Sahara occidental viennent acter. Maintenant, c'est du concret de la décision... de la décision prise par Macron en juillet 2024 et donc viennent encore aggraver l'atteinte du droit international par un membre permanent du Conseil de sécurité. Mais ce que dit si on veut lier la première partie de l'émission et celle-là, c'est que les autorités algériennes disent nous ne reconnaissons que les conventions et accords que nous avons passés avec toutes les clauses qui le renferment et nous ne reconnaissons que le respect du droit international. Or, la France est prise la main dans le sac en train d'enfreindre le droit international. C'est un lien effectivement assez clair. Alors, Monsieur Alslan Cheikhaoui, on peut parler effectivement du contexte politique en France qui expliquerait aujourd'hui ces dérives à l'encontre du droit international, ces visites officielles dans un territoire connu et reconnu comme étant un territoire non autonome. Et cette cause, enfin ce dossier sahraoui n'est pas encore réglé au niveau des Nations Unies. C'est une honte pour un pays comme la France qui est membre du Conseil de sécurité, on le disait. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'angle d'un Maroc affaibli face aux percées diplomatiques de la République sahraoui et qu'il faut renforcer avec de telles visites, avec des ministres, avec des présidents du Sénat français pour justement légitimer les thèses marocaines? En fait, je pense que le président Macron, depuis le début, essaie de faire un maximum de concessions à Rabat. Je pense qu'il a choisi, il a changé le fusil d'épaule. Au lieu de rentrer dans une logique de coopération apaisée, sereine avec l'Algérie, il est rentré dans une logique de confrontation avec l'Algérie, mais en faisant beaucoup de concessions au Maroc. Pourquoi? Effectivement, vous l'avez dit, le régime marocain est en pleine turbulence, qu'on le veuille ou pas, même si ce n'est pas médiatisé comme on veut bien médiatiser la question algérienne à chaque fois. L'Algérie est sur tous les plateaux de télévision, alors que le Maroc n'y est pas. Parce que la France essaye, parce que le président Macron essaye de plaire au roi et au Merzen par conséquent. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux énormes. Les enjeux énormes, je vais commencer par le Sahara occidental et je parle sous le contrôle de mon ami Raïchi. Il y a des enjeux économiques énormes. Ce sont les minerais les minerais rares, les minerais critiques qui se situent au Sahara occidental et qui intéressent au plus haut niveau aujourd'hui toute l'industrie alternative, ce qu'on appelle communément l'industrie alternative, et par conséquent, le politique aujourd'hui, est drivé par l'économique. Et donc, il y a un lien entre tout cela, mais en même temps,
il faudrait, pour faire le lien avec la première partie, n'oublions pas que toute cette logique qui est en train de se dérouler, ou toute cette dynamique qui est en train de se dérouler, c'est une manière aussi de se détourner d'un fait important qui est le contentieux nucléaire avec l'Algérie. Le contentieux nucléaire avec l'Algérie est important pour une multitude de raisons. Une multitude de raisons parce que nous avons des espaces au Sahara, dans le sud, qui sont contaminés. Et quand vous avez une contamination et que vous ne savez pas où se situent ces contaminations, mais vous ne pouvez pas faire de développement. Vous ne pouvez pas faire de développement économique, vous ne pouvez pas faire de développement de l'agriculture, vous ne pouvez pas faire de l'extraction de minerais, vous ne pouvez absolument rien faire. Il va falloir identifier les sites, donc cartographie, ensuite décontaminer, et ensuite on verra. Et la France est d'ailleurs une exception dans le monde. Absolument. Parmi les puissances nucléaires qui n'a pas effectué la décontamination des sites. Absolument. Et donc tout cela fait que le fusil est changé d'épaule et on fait beaucoup de concessions à Rabat, etc. Ce n'est pas le seul crime de la France coloniale. Ce n'est pas absolument. Évidemment, il nous faudrait toute la soirée pour y revenir. Dans une expression formidable, venez nettoyer ce que vous avez fait. Et le truc, mais ils ne nous ont pas donné les emplacements des millions de mines qu'ils ont laissés, qu'ils ont fait des milliers de victimes après l'indépendance. Ils ne nous ont pas donné les emplacements des sépultures de beaucoup de moudjahidines, de chefs de la Révolution. Ils ne nous ont pas rendu les crânes. Tout à l'heure, vous avez parlé de honte mémorielle. C'est une expression d'abord de l'extrême droite française. C'est-à-dire, ne nous parlez pas de ce que la France coloniale a fait en Algérie. Les massacres, quand Jean-Michel Apathy parlait de Ouadour-sur-Glane, il a parfaitement raison. Il y a eu des milliers de Ouadour-sur-Glane. Un village en France qui devient une référence de la barbarie nazie, mais ils ont commis 1000 Ouadour-sur-Glane en Algérie. Seulement, ils nous disent, n'en parlez pas. C'est le roman national français. L'armée française n'a fait que du bien partout où elle est passée. Ils ont oublié toutes les sauvageries qu'ils ont faites en Algérie, et nous, ils nous interdisent d'en parler. Eh bien, nous allons le faire. Et nous le ferons en détail, et avec des références inattaquables. Alors, effectivement, ça c'était une parenthèse sur la question tout à l'heure, effectivement, sur le travail de mémoriel qu'on devrait faire. Zine Cherfaoui, ces visites d'officiels français à la veille du 49e anniversaire de la proclamation du Sahara occidental, de la République sahraoui. Est-ce qu'il y a un message aussi là derrière pour encore une fois dénigrer la République sahraoui? Oui, alors avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord rendre hommage à la résilience, au courage du peuple sahraoui qui se bat pour sa liberté depuis un demi-siècle. Donc le 27 février, un demi-siècle, c'est énorme. Hein. Donc ils se battent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils ont accepté d'arrêter le combat en 91. La communauté internationale leur avait promis un référendum d'autodétermination. Ce référendum n'a pas eu lieu. Ils ont été floués, trahis par la communauté internationale. Et donc, ils ont décidé de reprendre les armes. Zine, s'il te plaît, juste une seconde. Rappelons, je vous en prie. Rappelons qu'en 1975, ce sont les Jaguars français qui ont bombardé les Sahraouis avec le napalm et le phosphore blanc. J'allais en parler. Il y a l'opération Lamentin qui a été menée en 1977. Et donc, les Sahraouis ont décidé de reprendre leur destin en main. En 2020, donc la guerre a repris au Sahara occidental. Elle a commencé le 13 novembre 2020. Ça fait maintenant bientôt 5 ans depuis qu'elle a repris. Et donc c'est un peuple qui a beaucoup de courage. Et d'ailleurs, en bien des cas, il me rappelle un peu le peuple vietnamien qui a dû affronter d'abord l'impérialisme français pour affronter ensuite l'impérialisme américain. Donc c'est un peuple résilient. C'est un peuple patient. Il a encore suffisamment de résilience et de patience pour poursuivre son combat. Alors pour revenir à votre question, effectivement, donc moi je lis ces événements. Alors pour moi, d'abord, il y a cette volonté, comme le disait M. Saïd Ayachi, d'ancrer le fait colonial.
Donc là, c'est évident. Donc en juillet-août, le président français annonce l'alignement de son pays sur les positions coloniales marocaines. Et puis, bon, ces visites, c'est aussi, à mon avis, une réponse à la main tendue de l'Algérie pour la reprise du dialogue. La reconnaissance par la France, entre guillemets, de la marocanité du Sahara occidental a pour effet de faire durer le conflit et a aussi pour effet de plonger toute la région dans l'instabilité. Et encourager la confrontation. Et c'est ça le danger. Aujourd'hui, c'est une prime au colonialisme et cette position met en danger toute la région. Une région qui risque de rester... Cela a entraîné, rappelez-vous, le rappel de notre ambassadeur de Paris en juillet 2024, parce que tout simplement, la décision du président Macron d'une part, vient violer le droit international alors que la France est membre permanent du Conseil de sécurité, mais de l'autre part, la décision française vient conforter les propositions marocaines, ce qui fait attiser le conflit qui peut déborder sur nos frontières et menacer notre sécurité nationale. Oui, aujourd'hui, cet alignement est perçu en Algérie comme un acte d'hostilité. Provocation. C'est un acte d'hostilité, c'est un acte de provocation. Et donc, je pense que c'est de nature encore à nourrir l'instabilité et la crise dans la région. Donc, mais effectivement... Permaniser la crise. Exactement, permaniser la crise. Mais juste alors, un petit... je voudrais qu'on avance juste parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Alors, juste 30 secondes pour dire que les explosions nucléaires qui ont eu lieu à Ergan non seulement contaminé la région pour des siècles, parce qu'on sait très bien que la radioactivité ne disparaît pas rapidement. Le nuage radioactif a affecté aussi les pays voisins. Vous avez des pays comme le Niger, le Mali, la Mauritanie, ont aussi... Et même la rive sud... la rive nord de la Méditerranée. La rive nord de la Méditerranée, voilà. Exactement. Merci. L'Espagne, voilà. notamment les côtes espagnoles, ont été Nous allons touchées. aller devant la CIG sur ce dossier. Alors, justement, en parlant des juridictions internationales, tout à l'heure, M. Chiraoui nous disait que la France ménageait un petit peu le Maroc pour des raisons d'intérêt, même si des intérêts, la France en a aussi en Algérie, logiquement, avec notamment un échange économique. Voilà. Après, il faudra peut-être comparer, mais ce sera compliqué aujourd'hui d'asseoir justement une coopération économique avec le Maroc qui veut englober les territoires occupés, donc du Sahara occidental. Ça attire les mouches quand même. Il y a beaucoup le... Mais ce sera compliqué, docteur Ayachi. Ce sera compliqué à l'avenir avec l'annulation des accords de pêche, l'annulation des accords agricoles. Vous voyez ce sera bien que compliqué aujourd'hui de signer des accords. La France veut forcer le passage. Tout à fait. Parce que la France, maintenant, on l'a vu, elle veut contourner l'accord, donc le jugement de la Haute Cour de justice de l'Union européenne, comme elle l'a fait d'ailleurs pour l'arrêt du mandat d'arrêt international contre Netanyahou, qu'elle ne voulait pas appliquer, comme elle l'a fait pour d'autres raisons en ce qui concerne le droit international lorsqu'elle le viole. Et la visite de Dati et de Larcher vient dire que d'une certaine façon, on bypass le droit international. Ce sont des visites officielles, donc ils engagent les institutions françaises et le gouvernement français. Et par conséquent, la lettre de Macron, si on la relit, il y a un paragraphe où il dit « Nous prendrons toute notre part de votre proposition pour le Sahara occidental, c'est-à-dire que nous prendrons notre part pour ce qui est des richesses... » Sémantique néocolonialiste, carrément. Mais c'est un maître colonisateur qui est en train de piloter un amateur, un apprenti colonisateur. Alors cette décision, la complicité est grave. Cette décision, tout de même si on trouve le moyen de détourner ou de contourner les décisions des juridictions internationales, aujourd'hui le Maroc s'est pris une déconvenue on au ne niveau... pourra pas, Madame Samia, on ne pourra pas parce que le droit international reste une ligne de résistance. Oui, mais j'y viens justement par rapport au tribunal arbitral du sport, le TAS, qui a donné raison mercredi donc à la Fédération algérienne de football dans l'affaire qui l'opposait à la Fédération marocaine et à la Confédération africaine aussi de football concernant les maillots du club marocain, du RS Berkane, et qui montrait le Sahara occidental comme faisant partie... Ça veut dire qu'il ne faut pas désespérer. Du Maroc, oui.
on avait tous pensé que c'était une chose entendue avec ce président de la CAF archi pourri jusqu'à l'os et manipulé par ce sinistre Lakjah de la Fédération marocaine. Et bien entendu, les gens comme hier, les magistrats belges de la Cour de justice de l'Union européenne ont rendu justice au peuple sahraoui. Aujourd'hui, ceux qui siègent au TAS à Zurich ont rendu justice à la Fédération algérienne et à notre équipe de l'USMA d'Alger. Et par conséquent, il ne faut pas désespérer. Notre ligne de résistance, c'est le droit international. Que vaille, jusqu'à ce que des gens se mettent autour d'une table et disent on révise le droit international. Sinon, le droit international est très clair en ce qui concerne ces questions-là. Mais aujourd'hui, Arslan Cheikhaoui, le politique, je ne vais pas dire bat le juridique, mais en tout cas, il l'affronte violemment et contourne en tout cas la voie juridique. Ouais, il essaie de le malmener, en fait. Il le malmène carrément. Hein. Il fait plus qu'essayer. Oui. Et là, je vous rejoins tous les deux. Effectivement, le droit international reste la ligne rouge de toutes les façons. Aujourd'hui, dans ce monde-là où le droit va devoir régir nos relations, que ce soit nos relations humaines et nos relations économiques et politiques. Et effectivement, heureusement qu'il y a le droit. Oui. S'il n'y avait pas le droit, on serait peut-être dans une situation gravissime après toutes ces crises, etc. Donc vous avez le droit, mais j'ajoute aussi, il y a aussi la diplomatie. Donc, à un moment donné, les deux vont devoir fonctionner en parallèle pour pouvoir résoudre toutes les crises qu'il y a dans le monde. Mais ils sont mis à mal, on peut le dire. Absolument, tout à fait. Vous avez raison de dire que la politique malmène le droit. Et en réalité, plus que la politique, les puissants de ce monde sont en train de malmener le droit international. Mais à contre-coup, vous avez vu comment pour Gaza, le monde entier s'est soulevé contre l'injustice qui est faite au peuple palestinien et par conséquent, il y a cet effet boomerang, ce retour de flamme contre les puissants de ce monde qui sont aujourd'hui désavoués et le droit international doit retrouver sa place qui est centrale dans les relations internationales. Zine Cherfaoui, pour terminer sur cette question, il y a aussi cette conflictualité aussi permanente du Maroc envers l'Algérie, notamment avec les dernières élections au niveau du CPS africain, les institutions africaines, où au Maroc il y avait une vaste campagne de désinformation sur les résultats de ces élections, et qui n'ont d'ailleurs finalement pas parlé de l'échec du Maroc dans cette course donc élective. Il y a ce rapport de conflictualité avec le Maroc qui ne supporte pas donc, la rivalité, je mets ça vraiment entre guillemets, avec l'Algérie. Oui, juste un mot par rapport à la question du droit. La position adoptée par la France sur la question du Sahara occidental viole doublement le droit. Alors il y a viole le droit international et cela est d'autant plus grave que la France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU, donc elle est censée protéger le droit international et les droits de l'homme. Elle viole aussi le droit européen. Les Sahraouis ont engrangé beaucoup de victoires juridiques, diplomatiques, notamment en Europe. Donc elle a réussi à découdre l'accord commercial qui lie l'Union européenne avec le Maroc. Et là, ce sont autant d'arrêts que la France foule aux pieds. Oui. Donc cela est extrêmement décevant, est extrêmement condamnable, oui. Est extrêmement inquiétant. Donc, alors que normalement, le droit devrait retrouver sa centralité. Bon, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le monde est complètement déréglé. Donc c'est la loi du plus fort qui prévaut. Et donc, mais par rapport au dernier sommet de l'Union africaine, effectivement, donc on assiste quand même à un retour
diplomatique de l'Algérie sur la scène africaine. L'Algérie a réussi, la candidate de l'Algérie a réussi à rafler le poste de vice-présidente de la Commission de l'Union africaine. On a un candidat en liste aussi toujours pour la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. Je pense que c'est une excellente chose. Cela prouve que non seulement la voix de ce pays porte, mais les Africains font aussi confiance à l'Algérie qui a toujours été présente, qui a toujours répondu présente sur les principaux dossiers, les principaux défis auxquels l'Afrique fait face. Merci beaucoup, Zine Cherfaoui. Je rappelle que vous êtes un dernier mot. Rapidement, oui. 2 secondes. La France qui nous fait des gros yeux aujourd'hui connaît un grand déclassement, une grande régression, parce que tout simplement, elle ne se comporte pas comme une nation de son rang, comme membre permanent du Conseil de sécurité. Tout à fait. Merci beaucoup, Dr Saïd Ayachi, président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci à vous, Monsieur Chekhaoui Arslan, expert en relations internationales, Zine Cherfaoui, journaliste et consultant de Canal Algérie pour les questions politiques et internationales. Merci à vous de nous avoir suivis comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt. Excellente suite des programmes. Au revoir.